Oh non, c'est pas vrai. Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne savez pas que l'accès de ces pierres est interdit au commun des mortels? On ne foule pas impunément le sol du cercle magique. Écoutez, mon vieux, je suis désolé. Je sais même pas où je suis, je l'ai pas fait exprès. Il n'y aurait pas un bus ou un train dans le coin? Ou peut-être quelqu'un pourrait me prendre en stop? Hein? En tant que grand prêtre de ces pierres, j'ai le pouvoir de vous faire exécuter. Vous perturbez mes mesures astronomiques. Les gens attendent de moi que je leur indique avec précision le solstice des récoltes. Si jamais je me trompais, il y aurait du sang, de la sueur et des larmes. Tiens, je parie que vous n'avez pas l'heure. L'heure? Oui. Et puis une montre, hein? Vous savez pas ce que c'est? Où est-ce que vous voulez en venir? Montre, horloge, cadran solaire, cloche, ça vous dit rien tout ça? Hein? Si vous continuez à insulter ma dignité avec ces mots bizarres, vous ne vous en tirerez pas comme ça! Eh ben votre dignité, hein? Bon! Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir d'ici! Bienvenue au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, située à Genève. Ici, des scientifiques étudient le comportement des particules fondamentales de la matière, dont certaines sont des milliards de fois plus petites que l'atome. Pour observer l'infiniment petit, il faut voir très grand. C'est pourquoi nous avons construit le LEP, un collisionneur de particules installé dans un tunnel souterrain de 27 km de circonférence. Nous nous trouvons ici à plus de 100 mètres sous terre, au pied de l'un des 4 grands détecteurs du LEP. C'est ici que les scientifiques observent les collisions de particules qui ont été accélérées dans le tunnel. Ces recherches permettent d'approfondir la connaissance que l'on a de la matière et de son origine. Ici, l'infiniment petit conduit à l'infiniment grand, puisque l'origine de la matière est liée à la naissance de l'univers et donc à la naissance du temps lui-même. Monsieur Tempus, Monsieur Tempus. Ah, ça fait longtemps que je vous cherche. Où étiez-vous passé? Si je le savais, moi. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. On a retrouvé la trace du garçon. Il est ici. Regardez. C'est bien lui. Le gamin qui vous a volé votre montre. Oui, oui. On connaît? Oui, il s'appelait Albert Einstein. Vous voulez dire le vrai Albert Einstein? Exactement. Mais il est mort, non? Il est mort en 1955. Mais bien sûr, toute fin est aussi en recommencement, mon ami. Ah, ça n'a pas été facile de le retrouver, vous savez. Heureusement que j'avais un indice. Vous vous souvenez de la question qu'il vous avait posée? Il voulait savoir à quoi ressemblerait le monde si on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière. Je vois pas le rapport. Eh bien, Einstein, lui aussi, s'est posé la même question à l'adolescence. Je veux bien, moi, mais ça ne m'explique pas comment un gamin qui a vécu bien avant ma naissance a pu me voler ma montre. C'est une hypothèse qui n'est pas plus absurde que celle qui consisterait à dire que votre montre ne vous a pas encore été volée. Oui, mais sauf qu'elle a bien été volée, non? Ça dépend de la manière dont on regarde les choses. Vous savez, mon ami, grâce à Einstein, nous savons maintenant que le temps est beaucoup plus compliqué qu'on ne pensait. Mais venez, je connais quelqu'un qui devrait pouvoir nous aider. Un des grands prêtres de la science. Venez. Moi, vous savez, les grands prêtres, hein, j'ai déjà donné. Dites-moi, le bureau des disparitions, s'il vous plaît.
Vous savez, Monsieur Tempus, pendant les 5000 ans qui nous séparent de Stonehenge, nous n'avons rien fait d'autre que d'affiner la mesure du temps pour arriver à un degré de précision extrême. On peut calculer à l'heure actuelle jusqu'au milliardième de seconde. Mais il reste un problème. Une montre, si précise soit-elle, ne vous donne pas automatiquement l'heure exacte. Au XVIIe siècle, Newton pensait que le temps était une référence absolue, c'est-à-dire qu'en théorie, il suffit de placer aux quatre coins de l'univers des horloges réglées sur la même heure pour qu'existe une heure qui ne dépende pas de l'endroit où l'on est, une sorte de temps universel. Mais en réalité, c'est faux. Et c'est ce qu'Einstein a démontré au début de ce siècle. Le temps est une notion relative. Il dépend d'énormément de facteurs. La galaxie d'Andromède, la galaxie qu'on peut voir à l'œil nu. Mais quand on regarde ces étoiles, qu'est-ce qu'on voit en fait? Les étoiles? Mais les étoiles quand? Bah, maintenant? Mais quand maintenant? Parce que l'important ici, c'est la lumière. Nous savons que la lumière se déplace à environ 300 000 km à la seconde. Et comme nous savons d'autre part la distance à laquelle se trouve la galaxie d'Andromède, il n'est pas difficile de calculer que sa lumière a mis quelque chose comme 2,5 millions d'années pour atteindre la Terre. Donc, ce que nous voyons, ce ne sont pas les étoiles dans leur état actuel, mais bien comme elles étaient il y a plus de 2 millions d'années. C'est le même principe. Nous savons que la lumière du Soleil met 8 minutes pour nous parvenir. Donc, lorsque nous regardons le Soleil, nous voyons le Soleil d'il y a 8 minutes. Quelle heure nous indique cette montre? 12h45. Et en effet, c'est ce que nous voyons. Mais en réalité, c'est l'heure à laquelle la lumière a quitté l'horloge et non pas l'heure actuelle. Vous me direz que ça ne fait pas une grosse différence, mais cependant, elle existe et on peut la mesurer. Donc, vous voyez la question qui se pose. Si tout ce que nous percevons est du passé, mais qu'est-ce donc que le présent? Ah oui, je vois, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a un corps étranger dans l'accélérateur. Mais c'est lui? Einstein! Oh, c'est inouï. Il va aussi vite que nos particules, presque à la vitesse de la lumière. Mais c'est incroyable! Mais comment a-t-il fait pour entrer là-dedans? On peut pas l'arrêter, il a toujours non. ma montre. Ah bah, cette fois-ci, il va pas m'échapper. Monsieur Tempus! Non!